Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Demain, 22 septembre, notre pays aura 55 ans d'indépendance. À cette occasion, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation. Je vous propose de l'écouter. Mes chers compatriotes, hôtes et amis étrangers qui vivent parmi nous, permettez qu'à l'entame de mon propos de ce jour, je rende grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour l'opportunité qu'il m'offre encore une fois de communier avec toutes les Maliennes et tous les Maliens à l'occasion de ce 55e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Ferveur patriotique, gratitude éternelle envers les aînés. Ce sont là les sentiments les mieux partagés au sein de notre communauté nationale. Chaque fois qu'il nous est donné de nous souvenir du courage, de la détermination et du sacrifice de ceux qui ont conduit notre peuple à l'indépendance nationale. Gloire éternelle à ces vaillants combattants de la liberté et de la dignité humaine. Nous commémorons cette année le centenaire de la naissance du plus célèbre d'entre eux. Tout le monde l'aura compris, le président Modibo Keïta, le père de la nation malienne. Modibo Keïta aura légué à la postérité le souvenir d'un grand Soudanais, d'un grand Malien, d'un grand patriote et des nationalistes éclairés. Très tôt, il se sera convaincu de l'impérieuse nécessité pour les États africains nouvellement indépendants de se regrouper au sein de vastes ensembles économiquement et politiquement viables. Mes chers compatriotes, en me portant à la magistrature suprême de notre pays, en août 2013, vous avez fait le pari sur un avenir commun que nous envisageons absolument radieux. Radieux pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants et pour les futures générations de Maliennes et de Maliens. Cette espérance, je veux la porter comme un sacerdoce. D'abord par conviction et ensuite par respect pour mon engagement d'homme d'honneur contracté devant Dieu et le peuple souverain du Mali. Que nul ne doute de ma détermination à réaliser le projet que j'ai pour le Mali et pour lequel je n'économiserai aucun sacrifice avant d'en obtenir les fruits pour le confort exclusif, quotidien de chaque Malienne et de chaque Malien. Telle est ma dédicace et plaise à Dieu. Je l'accomplirai avec vous et pour vous, Inch'Allah. Cet effet, je voudrais rendre hommage, un hommage appuyé aux ceux qui sont autour de moi, le président Modibo Keïta, ceux qui les ont précédés, qui tous, avec beaucoup de sacrifices et de sens de la responsabilité publique, ont essayé de traduire en actes concrets mon projet de société soumis à votre sanction il y a déjà 2 ans. Nous voudrais aussi associer à cet hommage l'ensemble des acteurs de notre vie économique, qui par leur génie créent tous les jours les biens et les services indispensables au bien-être de notre peuple, ainsi qu'au rayonnement de notre nation par-delà ses frontières. Mes chers compatriotes, dès mon entrée en fonction, j'ai engagé le gouvernement à mettre en œuvre les réformes indispensables, ainsi que toutes les mesures collectives pouvant contribuer à consolider vigoureusement notre économie. En effet, cette dernière avait été gravement affectée par les effets collatéraux d'une grave crise politique, institutionnelle et sécuritaire. Parallèlement, le gouvernement s'est attelé à créer et à renforcer un climat de confiance avec l'ensemble de nos partenaires.
Cette approche participative et prudente aura permis de faire face à nos obligations, notamment par la délivrance efficace des prestations publiques essentielles sur une très grande partie du territoire national. Malgré le contexte difficile, l'économie malienne a pu retrouver une bonne santé et une relative vigueur avec un taux de croissance de plus de 7%. De fait, c'est l'une des économies les plus compétitives de l'espace UEMOA. Cela est avéré. En outre, grâce à un train de mesures courageuses prises par les pouvoirs publics, d'une part, les comptes de l'État ont pu être assainis et d'autre part, les conditions idoines ont été mises en place pour la relance vigoureuse de notre économie, comme l'attestent du reste les résultats de la revue conduite ce mois-ci même par les équipes du Fonds monétaire international. C'est indéniable. Cette embellie, soutenue par ailleurs par une volonté farouche de lutter contre la corruption, quoique certains esprits forts en pensent, et la délinquance financière, constitue un réel motif d'espoir pour les années à venir. C'est ainsi que le secteur minier de notre pays, à titre d'exemple, est caractérisé par une production diversifiée, la signature de plusieurs conventions minières, ainsi que la progression constante du nombre de permis de recherche minière délivrés. Ce secteur qui occupe une place importante dans l'économie nationale et qui joue un rôle régulateur appréciable au niveau local sera très prochainement conforté par plusieurs actions nouvelles, dont l'adoption d'une nouvelle loi couvrant le secteur et le démarrage des travaux de construction de l'école africaine des mines au Mali, l'organisation de la 6e édition des journées minières et pétrolières en novembre 2015 et l'entrée en production effective de plusieurs mines nouvelles. Dans les secteurs du commerce et de l'industrie, le gouvernement travaille à consolider les acquis à travers un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs. Ainsi, la stabilité des prix des produits de première nécessité sur le marché national a-t-elle été garantie. De même, le gouvernement a pu assurer le suivi efficace de l'approvisionnement et de la distribution des produits de grande consommation. Les réformes engagées en appui à l'amélioration du climat des affaires et du secteur privé ont valu à notre pays d'être classé premier de l'espace UEMOA au titre de l'année 2015. Le gouvernement a poursuivi dans les secteurs de la finance et de la promotion de l'investissement les réformes structurelles nécessaires en vue de créer les conditions d'une meilleure attractivité du pays. C'est le lieu de saluer la sagesse et l'engagement responsable de nos opérateurs qui viennent de renouveler dans la sérénité les organes dirigeants de la Chambre de commerce. Ce ne fut pas toujours le cas. Mes chers compatriotes, s'il est un domaine dans lequel l'État a mis des moyens à hauteur de ses ambitions et du potentiel du pays, c'est bien celui de l'agriculture, secteur auquel nous avons consacré 15% des dépenses du budget d'État. Avec une relative continuité, les gouvernements successifs ont eu à cœur de réaliser une révolution verte dont les ambitions se déclinent ainsi. Couvrir totalement les besoins alimentaires du pays. Produire de la matière première pour les besoins d'une industrie de transformation en construction. Exporter les excédents de production et consolider nos échanges. Réussir un bon équilibre entre la formation et les progrès de la production. Ces ambitions restent à portée de main, pour peu que les efforts consentis par l'État soient consolidés et qu'ils soient relayés sur le terrain par les producteurs engagés et volontaristes, ainsi que par les investisseurs privés. La subvention des intrants et des équipements agricoles a été portée à 45 milliards de francs CFA pour la campagne agricole en cours, contre 42 milliards pendant la campagne 2014-2015. En application de la politique foncière agricole, un programme public d'aménagement est en cours d'exécution. Il porte sur 100 000 hectares à mettre en valeur au cours de la période 2014-2018. Par ailleurs, d'autres initiatives importantes visant à impulser vigoureusement le secteur du développement rural sont en chantier. Elles devraient voir le jour très prochainement. Entre autres, l'adoption d'une loi foncière agricole, l'opérationnalisation de l'Agence d'aménagement des terres rurales et de fourniture de l'eau d'irrigation et du Fonds national d'appui à l'agriculture. De faisabilité et de mise en place des agropoles, notamment dans le périurbain et à l'Office du Niger. Le recensement agricole général RGA, le lancement du programme d'enregistrement des exploitations familiales et entreprises agricoles, l'élaboration d'un programme d'équipement de mécanisation et de motorisation agricole, la mise en place d'un centre d'insémination artificielle bovine
en vue de l'intensification des productions de viande et de lait, la création de la cellule de coordination de lutte contre la mouche CC. Mes chers compatriotes, les événements douloureux que vit notre pays depuis plusieurs années ont provoqué la rupture de certains équilibres qui étaient déjà fragiles. Il s'agit entre autres de la sécurité alimentaire devenue insécurité dans certaines régions du pays, des mouvements de populations réfugiées et déplacées dus autant à l'insécurité qu'aux caprices météorologiques. Pour faire face à ces différents cas de figure, l'État a été amené à reconstituer le stock national de sécurité en le portant à la hauteur de 37 000 tonnes de céréales. De son côté, le commissariat à la sécurité alimentaire, CSA, a distribué gracieusement 15 000 tonnes de céréales à 700 000 personnes vulnérables. Le CSA a mis 2 836 tonnes d'aliments bétail à la disposition des pasteurs vulnérables des régions de Mopti, Tambouctou et Gao. Il faut saluer cette initiative du commissariat à la sécurité alimentaire, qui a pu ainsi expérimenter plusieurs formules judicieuses, venant en appui aux populations nécessiteuses et ou approvisionnant des marchés qui étaient en rupture de stock. Dans le domaine de la protection de l'environnement et de l'assainissement, des actions significatives ont été conduites, entre autres, l'aménagement des massifs forestiers, le démarrage de 90 000 hectares d'aménagement de massifs forestiers, ainsi que le suivi des travaux de 4 220 hectares de forêt en cours d'aménagement, le reboisement de plus de 56 000 hectares, la réalisation de 67 970 mètres de cordons pierreux, l'inventaire forestier dans 16 communes des régions de Kaïs, Koulikoro, Sikasso et Ségou, l'élaboration de la situation de référence du programme national de sauvegarde du fleuve Niger. À ce propos, je voudrais partager avec vous ma forte préoccupation face à un constat désolant. Le fleuve Niger se meurt. Cette évolution, s'il n'y est pas mis en arrêt, serait un crime dont nous serons tous coupables, ou tout au moins complices. Et ceci est inacceptable. Il nous faut sauver ce trésor de la nature, qui se trouve être un extraordinaire trait d'union entre plusieurs régions de notre pays, ainsi qu'entre le Mali et au moins 8 autres pays de la sous-région. Aussi suis-je déterminé, comme par le passé, à prendre la tête d'initiatives nationales et internationales de lutte contre l'ensablement du fleuve Niger. Grande cause nationale autour de laquelle, depuis mon investiture, je n'ai eu de cesse de sensibiliser l'opinion nationale et les partenaires internationaux. Mériterait aussi d'être portée au rang de grande cause nationale la question de l'insalubrité à Bamako et dans toutes les localités de notre pays. En plus des aspects manifestes et préoccupants d'hygiène et santé publique, la permanence de l'incivisme en cette matière conduirait inéluctablement à la déshumanisation de nos cités. En la matière, un profond changement des comportements, des attitudes et pratiques est nécessaire et certainement urgent. Mes chers compatriotes, du fait de notre continentalité, nous avons accordé une importance capitale au désenclavement intérieur et extérieur de notre pays. C'est ainsi que nous disposons des réseaux routiers parmi les plus denses de la sous-région. De nombreux chantiers vont démarrer dès la fin de cet hivernage, dont la construction en 2 fois 2 voies de la route Bamako-Koulikoro, que j'ai encore pratiquée il y a 2 jours, qui est singulièrement dégradée. La construction du pont de Caillot et de ses voies ferrées, de ses voies d'accès. La construction d'un échangeur au rond-point de Markala. L'aménagement de 10 km de voirie urbaine à Ségou. La reconstruction de la route Ségou-San. La construction du pont de Kouro Barrage entre Sikasso et Koutiala. J'ai eu du bonheur et une certaine fierté à voir la Comanave renforcer sa flotte par l'acquisition de 2 bateaux à faible tirant d'eau. Ainsi pourra-t-elle prolonger sa période de navigabilité sur le fleuve Niger. Nous souhaitons longue vie au Modibo Keïta et au bateau Firon. Au titre des domaines de l'État et des affaires foncières, les réalisations majeures ont porté entre autres sur l'accroissement annuel de 16% environ des recettes domaniales et foncières. En effet, le recouvrement s'est élevé à environ 78 milliards 500 millions de francs CFA contre environ 68 milliards de francs CFA pour la même période en 2013-2014. La mise en œuvre des activités de la réforme de la gestion foncière en vue d'instaurer un cadastre au Mali. Mes chers compatriotes, comme vous l'aurez compris,
Notre priorité est de doter le Mali des fondamentaux économiques indispensables pour lutter avec efficacité contre la pauvreté et, plus important encore, pour enclencher un processus inclusif de création de richesses pour le bonheur de notre peuple. Ceci passe notamment par une redistribution juste et équitable des fruits de la croissance à travers les investissements dans les services sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, mais aussi par la création d'emplois pour les jeunes. En matière d'amélioration de l'accessibilité géographique et financière aux services de santé, il convient de signaler la mobilisation nationale dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Félicitations à notre peuple d'avoir su juguler cette pandémie avec brio. La lutte contre la vente illicite des médicaments, ceci en collaboration avec les services des douanes, de la police nationale et de l'ordre des pharmaciens, et la fixation des prix plafonds pour 96 médicaments de la liste nationale des médicaments essentiels pour une meilleure accessibilité financière à ces médicaments. Le renforcement des capacités de prise en charge de nos structures économiques décentralisées et l'accès aux soins pour l'ensemble de la population. Au titre de l'action humanitaire, de la protection sociale, de la solidarité, des actions d'urgence ont été menées, notamment l'immatriculation de 275 872 personnes à la mort. Mes chers compatriotes, l'éducation, comme vous le savez, est la clé du développement, secteur pour lequel mon credo demeure la qualité. Ici, nous devons faire de l'excellence notre objectif, afin de tirer les résultats vers le haut. S'agissant de l'éducation nationale, l'année scolaire a été marquée par l'organisation, conformément au calendrier fixé, des examens pour tous les ordres d'enseignement. Les candidats ont composé dans toutes les régions, excepté Kidal, hélas. Les candidats du camp des réfugiés de Mbera, en République islamique de Mauritanie, ont également pris part à ces examens. Les relations avec les partenaires techniques et financiers se sont nettement améliorées. Ceci conduisant à la mise en œuvre de plusieurs projets d'importance critique en cours d'élaboration ou d'exécution, parmi lesquels la construction et l'équipement de 801 salles de classe pour l'enseignement fondamental, l'achèvement des travaux de construction et d'équipement de 2 instituts de formation des maîtres, dont nous avons visité un à Kouyala et l'autre à Kita. Le démarrage de la construction des lycées de Baroulé, Tomignan, Diéné et Gomaraus, et la réhabilitation du lycée Bouyari Fadiga à Bamako. En matière de recrutement des enseignants pour l'année scolaire 2014-2015, environ 4065 enseignants, fonctionnaires des collectivités territoriales ont été recrutés, puis 490 enseignants des écoles communautaires ont été intégrés dans la fonction publique des collectivités territoriales. Enfin, 121 fonctionnaires ont été recrutés dans la fonction publique de l'État. En matière d'accès à l'éducation et en vue d'augmenter la scolarisation des enfants, le gouvernement, en partenariat avec le Haut Conseil islamique et tous les acteurs concernés, a initié un projet d'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif malien. En matière de promotion et de valorisation des langues nationales, le 3 décembre 2014, le gouvernement a adopté le document de politique linguistique du Mali. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, la mise en œuvre de certaines mesures a permis d'enregistrer des résultats très encourageants. Le basculement effectif dans le système licence, master, doctorat, LMD, qui assure à la fois l'universalité de nos enseignements et une meilleure adéquation formation-emploi, les inscriptions en ligne des bacheliers pour compter de cette année, l'organisation de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali, la concertation tenue les 7, 8 et 9 avril 2014, la normalisation progressive des années universitaires qui étaient jusque-là tronquées, blanches et souvent sans couleur, accompagnées de violences gratuites, et la résolution progressive de la gestion des flux, tâche ardue s'il y en est, des bourses et des heures supplémentaires par l'établissement de statistiques plus fiables. Mes chers compatriotes, dans le cadre de l'amélioration équitable et durable de l'accès à l'eau potable,
747 nouveaux ouvrages ont été réalisés. Aussi, la mise en service des stations compactes de production d'eau potable de Bissabougou, 12 000 m3 jour, et Kalabankoro, 18 000 m3 jour, a permis respectivement de renforcer la capacité de production d'eau au niveau du district de Bamako et d'améliorer la qualité de service à Kalabankoro et environ. De plus, des travaux de construction et de protection ont déjà été réalisés. Et il est prévu la création de 1337 équivalents points d'eau EPEM et le démarrage des activités du projet d'amélioration en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala. La finalisation des études pour une amélioration des durables en eau potable des villes de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal et le renforcement des systèmes d'alimentation. En matière de logement, l'exécution des programmes de construction de logements sociaux a permis la remise de clés à 2092 bénéficiaires dans le district de Bamako et les villes de Koulokani et Nyono. En plus de cette remise, le gouvernement a entrepris la réalisation de 500 nouveaux logements dans les localités de Kai, Kinyeba, Nyoro, Kulikoro, Fana, Nara, Sigasso, Bouni, Kuchala, Kayolo, Ségou, Barouli, San, Moti, Bankas, Diéné et Koro. Le programme de réalisation de logements sera poursuivi, avec notamment la conclusion de 22 conventions portant sur la réalisation de 20 302 logements dans les localités de Bamako, Kati, Tombouctou, Gundam, Diré, Niafonké et Gourmararous. Chers compatriotes, en matière d'emploi, notre pays s'est doté d'une politique nationale. Cette politique de l'emploi, assortie d'un plan d'action 2015-2018, prend en considération 3 défis majeurs liés à la problématique de l'emploi. L'insuffisance structurelle de l'offre d'emploi productif et décent, le faible niveau de capital humain et la faible employabilité de la main-d'œuvre, le dysfonctionnement du marché du travail en termes d'information sur l'emploi, d'organisation du marché et de capacité institutionnelle. Dans le domaine du renforcement de l'employabilité des jeunes, le gouvernement a procédé au lancement de projets à fort potentiel comme le FIER ou le PROSEJ, entre autres la liquidation des arriérés d'allocation des stagiaires en qualification professionnelle des exercices 2009 et 2013, au placement de 5170 jeunes diplômés en stage de formation professionnelle pour un coût de près de 3 milliards de francs CFA. Mes chers compatriotes, des résultats significatifs ont été atteints dans le domaine de l'autonomisation des femmes et de l'accroissement de la participation politique des femmes et du leadership féminin, de la promotion de l'égalité des chances d'accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et nominatives, de l'opérationnalisation des mécanismes institutionnels d'orientation, d'impulsion et de suivi de la mise en œuvre de la politique nationale du genre. Mes chers compatriotes, en matière de promotion et de protection du dialogue social, on peut noter les décisions courageuses et encourageantes telles que l'adoption de la réglementation décret numéro 2014-0837 PRM du 10 novembre 2014 fixant les taux de primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État, dont l'incidence financière s'élève à plus de 10 milliards de francs CFA. L'adoption de la réglementation décret 2015-0364 PRM du 19 mai 2015 sur l'amélioration de la valeur initiaire, significativement, le taux a été relevé, soit plus de 20% entre janvier 2015 et janvier 2017, et une incidence financière cumulée d'environ 46 milliards de francs CFA. L'adoption de la réglementation décret 2015-0363, 19 mai 2015 également, l'augmentation du niveau de salaire minimal interprofessionnel garanti, le SMIC, qui est passé de 35 000 francs CFA au 1er janvier 2015 à 40 000 francs CFA pour compter du 1er janvier 2016, avec une incidence financière de 835 millions de francs CFA. L'adoption de la réglementation décret 2015-362 du 19 mai également 2015, d'augmentation des taux d'allocation familiale qui sont passés à 3 500 francs CFA par enfant et à 4 000 francs CFA par enfant vivant avec un handicap, avec une incidence financière d'environ 3 milliards 100 millions de francs CFA. Et enfin, en vue de soutenir la campagne agricole 2014-2015,
Et au titre de l'exercice budgétaire 2015, le ministère du Développement rural a bénéficié d'un recrutement spécifique de 362 diplômés. Mes chers compatriotes, les principales orientations de la réforme de la décentralisation, issues des États généraux de la décentralisation tenus les 21, 22 et 23 octobre 2013, ont trait à la redevabilité des élus, au transfert de compétences, au financement des collectivités territoriales et à la réorganisation territoriale et au rôle des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des collectivités territoriales. Aussi, les grands chantiers en cours pour l'approfondissement de la décentralisation sont-ils représentés par l'élaboration du document cadre de politique nationale de décentralisation 2015-2024, assorti d'un plan d'action, la poursuite de la dynamique de développement économique régional, DR, dans le cadre de la régionalisation, l'opérationnalisation des contrats plans État-région ou district, la mise en place des agences de développement régional, ADR, le renforcement de la fonction publique des collectivités territoriales. À la date d'aujourd'hui, les instruments suivants sont en place ou enregistrés au Mali et contribuent au renforcement de la démocratie. 176 partis politiques répertoriés, dont 2 créés en 2015. Un centre de traitement des données de l'état civil, c'est EDEC, une politique de cohabitation pacifique des populations frontalières et un statut de l'opposition politique. En matière de population, notre pays connaît une forte croissance démographique du fait d'un taux élevé de fécondité et des progrès enregistrés dans le domaine de la santé. Réussir une transition démographique afin de tirer de cette croissance individuelle démographique pour accélérer la croissance économique reste un défi. Ainsi, la mise en œuvre de la politique de population a-t-elle été évaluée, conduisant à la négociation et au financement par la Banque mondiale du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique pour un montant de 24 milliards de francs CFA. Mes chers compatriotes, en matière de justice et de droits de l'homme, les actions ont porté essentiellement sur l'établissement de l'État de droit et de l'administration de justice dans un contexte de post-conflit. Il s'agit de réels défis dont le relèvement se traduira concrètement par l'arrêt du délitement de l'appareil judiciaire, l'efficacité de la lutte contre l'impunité, le traitement adéquat des cas de violation des droits de l'homme, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, ainsi que le respect de l'éthique et de la déontologie par les magistrats, le personnel judiciaire, les ordres professionnels, les agents de l'administration pénitentiaire et les officiers de police judiciaire au PJ. Mes chers compatriotes, sous la conduite du chef du gouvernement, des secteurs aussi stratégiques comme les technologies de l'information et de la communication, la culture, l'artisanat et le tourisme, et l'intermédiation bancaire connaissent un regain de vitalité. Avec le retour de la paix, le travail de fond en cours, qui s'effectue avec le concours des acteurs publics et privés de ces secteurs-là, portera assurément des fruits. En effet, la destination Mali redevient de plus en plus attractive et de nouveaux grands groupes hôteliers ainsi que de nouvelles compagnies aériennes parmi les plus prestigieuses au monde viennent s'installer chez nous. Aussi, l'évaluation de l'Union européenne conduite fin juillet 2015 est-elle à saluer, qui assure fort opportunément que l'aéroport international de Bamako-Sénou répond à toutes les normes et conditions de sûreté et de sécurité pour l'exploitation du fret et des produits postaux vers l'Europe. Mes chers compatriotes, les efforts ci-dessus rappelés permettront, j'en suis sûr, à chaque Malien de goûter aux fruits de la croissance, de constater une amélioration nette de son quotidien et de retrouver l'enthousiasme et l'espoir pour un futur prometteur. Toutefois, ceci ne se concrétisera que dans un Mali en paix et en sécurité. À notre arrivée aux affaires, nous avons trouvé l'outil de défense et de sécurité en un état de développement tel qu'il lui était difficile d'assumer correctement ses missions régaliennes de défense de l'intégrité du territoire national, de lutte contre la violence et le crime organisé et de protection des personnes et de leurs biens. Nous nous sommes attelés donc
dès notre prise de fonction, à la reconstruction d'une armée nationale digne de sa défensière, dont le prestige a fait la fierté de chacun de nous et de l'Afrique. La vitrine de ce vaste chantier de réforme est la loi d'orientation et de programmation militaire européenne que les élus de la nation ont discuté et adopté en février 2000 dernier. Cette loi couvre une période de 5 ans, 2015-2019, et sera financée à hauteur de 1230 milliards de francs CFA par le budget d'État. Dans la pratique, la mise en œuvre de la européenne permettra de faire des recrutements en quantité et en qualité, d'acquérir des équipements militaires de dernière génération et d'améliorer de façon significative les conditions de vie et de travail des forces armées maliennes. Aucun sacrifice n'est de trop pour bâtir une armée nationale professionnelle, opérationnelle et bien préparée à faire face aux défis de la guerre moderne et de la guerre asymétrique que nous imposent les terroristes et les trafiquants de tous bords. Au cours de ma visite à l'unité spéciale de santé de Kati, j'ai pu me rendre compte au chevet des blessés de guerre combien notre jeunesse était brave, ardente, patriote et courageuse. Ces jeunes gens dans la douleur n'avaient qu'une envie, être rétablis pour retourner au front. Nul découragement ne les habitait, nulle amertume, mais la volonté farouche, encore une fois, d'être au service de la patrie. Quant aux familles qui avaient perdu un de leurs, qui un fils, qui un mari, qui un père, la rencontre avec eux n'a pas été facile, pleine d'émotions, mais de dignité. Je voudrais profiter de ces vœux pour rendre à tous ces fils du Mali engagés pour la défense de la patrie, à toute notre armée nationale, que ces blessés, ces morts, ne sont pas morts en vain, n'ont pas été blessés en vain. Que la patrie saura reconnaître leur mérite. Et le vœu que ceux qui nous ont quittés, qui sont partis, dorment en paix. Que le Seigneur veuille bien les accueillir parmi les bienheureux. Vous avez servi le Mali avec dignité, avec courage, avec abnégation et détermination. Notre peuple entier vous en sera éternellement gré. Dormez en paix, soldats du Mali disparus. Braves fils du Mali, debout. Restez fermes aux frontières de notre pays. Restez fermes, debout sur les remparts pour protéger la patrie. Mes chers compatriotes, depuis septembre 2014, le Mali a connu une intense activité diplomatique, marquée notamment par des visites à l'extérieur, ou la participation à divers sommets et rencontres internationales effectuées par moi-même, par le chef du gouvernement et par le ministre des Affaires étrangères et d'autres membres du gouvernement. Le Premier ministre s'apprête à se rendre à Abuja pour un sommet extraordinaire de la CEDEAO dans 2 jours. Les personnalités de marque nous ont également rendu visite. Ces événements consacrent le retour du Mali sur la scène internationale. L'événement le plus marquant aura été sans nul doute le processus de paix engagé en Alger le 16 juillet 2014 et conclu à Bamako le 15 mai 2015 par la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, parachevé le 20 juin 2015. Cet accord est le plus inclusif et le plus global jamais réalisé sur la problématique du nord du Mali. Il a vu la participation active d'une délégation du gouvernement du Mali, des délégations des mouvements armés, ainsi que des représentants de la société civile et des communautés locales. Première dans l'histoire du Mali. Le processus a été conduit par une médiation internationale avec pour chef de file l'Algérie et comme membre une douzaine de représentants des pays amis du Mali et des organisations internationales dont nous sommes membres. Dès juillet 2015, la médiation et les parties au pourparlers d'Alger
ont mis en place un comité, ainsi que des sous-comités, de suivi de la mise en œuvre de l'accord. Il est bien entendu que la coordination et la mise en œuvre proprement dite incombent au gouvernement du Mali, en rapport avec toutes les parties au dialogue inclusif intermalien. Cet accord est le couronnement de multiples efforts politiques et diplomatiques, fournis à la fois par les plus hautes autorités maliennes et la communauté internationale, en vue de sortir notre pays de la crise multidimensionnelle dans laquelle les forces du mal l'ont plongé en janvier 2012. En matière de politique extérieure, mes visites ont eu pour but, entre autres, d'exprimer notre reconnaissance aux pays voisins pour leur soutien durant la grave crise qui a affecté le Mali, de rechercher ensemble des solutions aux multiples défis actuels et de raffermir notre coopération avec chacun de ces pays et chacune de ces organisations régionales ou internationales. Mes chers compatriotes, en perspective pour 2016, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation par le gouvernement et toutes les parties concernées laisse présager un retour à la stabilité de la politique extérieure du Mali. Dans ce contexte, nous pouvons envisager la conduite d'une réflexion globale sur la diplomatie malienne, incluant la relecture de la carte diplomatique, l'ouverture prochaine d'ambassade du Mali, par exemple à N'Djamena, à Doha. La réflexion pourrait aboutir à une nouvelle vision diplomatique adaptée aux réalités de l'heure et épousant les contours de l'avenir, ainsi qu'à une stratégie de mise en œuvre de cette vision et d'une nouvelle carte diplomatique. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, nous organiserons le 22 octobre 2015 à Paris, avec l'appui de l'OCDE et du gouvernement français en particulier, une conférence d'appel de fonds pour la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de l'accord. S'agissant de la politique de bon voisinage et d'intégration africaine, nous nous accélérons à la tenue régulière des décisions des comités, grandes commissions mixtes et autres réunions statutaires prévues par les différents accords de coopération signés par le gouvernement du Mali. Enfin, nous poursuivrons tout au long de l'année 2016 la promotion de la politique extérieure de notre pays à travers le renforcement de la coopération bilatérale et internationale. Le processus de réconciliation nationale en cours engage le gouvernement à persévérer dans l'effort, car le chemin sera long, très long. Il y aura certaines incertitudes à corriger, la confiance mutuelle à raffermir et à sceller, des sauts d'obstacles à réussir. Nous vivons déjà et nous vivrons encore un temps d'épreuves douloureuses, hélas. Ces dernières seront le plus souvent émaillées de velléités de remise en question. De toutes les actions à conduire au titre de la réconciliation, sous différents angles, il faut souligner le travail visant l'intégration de la justice transitionnelle chez nous. Notre instrument pour ce faire, CVJR, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, est source à lancer et se mettra aussitôt à la tâche au plan opérationnel. Son président et son secrétaire général sont déjà reconnus. La nomination des autres commissaires ne sera plus tardée. Le gouvernement veillera à ce que leur soient assurés les moyens requis, l'indépendance, le crédit et l'impartialité nécessaires, étant entendu que le champ d'exploration prend en compte tous les contentieux antérieurs. Mes chers compatriotes, nous gardons l'espoir d'un avenir radieux et nous avons foi en notre jeunesse. Cette jeunesse qui, à travers le sport, remplit nos cœurs de bonheur, chaque fois que l'on entend retentir l'hymne national et que l'on voit flotter le drapeau national à l'occasion de telle ou telle compétition. Permettez-moi à cette étape de féliciter l'ensemble du monde sportif malien pour les brillants résultats obtenus. J'en citerai quelques-uns. En basketball, le Mali a participé à l'Afro-Basket féminin U16 à Madagascar, qui a vu la consécration continentale de notre équipe nationale pour la 5e fois depuis l'institutionnalisation de ces championnats. L'organisation de l'Afro-Basket U16 garçons a confirmé que le Mali, qui a occupé la 2e place, est toujours parmi les grands. L'équipe nationale senior de basketball vient de remporter la médaille d'or aux Jeux africains de Brazzaville 2015. Une merveilleuse et très grande performance, bravo. En football, à la faveur de la 4e place à la Coupe d'Afrique des Nations de football junior à Dakar, le Mali a participé à la Coupe du monde de football junior en Nouvelle-Zélande,
où il a occupé la 3e place pour la première fois dans l'histoire du football malien. Et le jeune Adama Traoré a été élu meilleur joueur du tournoi. Mes chers compatriotes, la confiance que vous avez placée en moi en août 2013 est pour moi source de motivation et d'inspiration à parfaire mon travail au quotidien. Elle est source d'obligation de résultats concrets pour l'amélioration de vos conditions de vie et pour votre bonheur à tous. Elle est raison et devoir de rendre compte publiquement. Je m'en ce ne sera que justice. Le meilleur est à venir, puisque la victoire du dialogue sur le fracas des armes créera un appel d'air qui sera profitable à l'instauration d'un vivre ensemble serein, à la reprise des affaires et au retour d'investisseurs étrangers, dont certains avaient déserté de destination Mali. Le meilleur est à venir, puisque nous avons consenti des sacrifices énormes pour assainir les fondements de notre économie. Malgré le contexte difficile, notre économie affiche une bonne santé, dont la robustesse s'affirmera davantage dans les années à venir. Enfin, le meilleur est à venir, puisqu'à aucun moment nous ne sommes départis de notre optimisme, ni de notre enthousiasme. Nous n'avons jamais sombré dans le fatalisme ou le doute pernicieux. Certes, le monde entier a été à nos côtés quand il le fallait. Il continue de l'être. Il nous apporte toujours un concours fort appréciable. Mais devant l'adversité, le Mali a été, est et restera un peuple debout. En définitive, nous sommes un pays et un peuple meurtri qui se remettent progressivement des agressions et adversités auxquelles ils ont dû faire face. Un pays, un peuple qui sortent renforcés des dures épreuves qu'ils ont vécues et qui les inclinent fermement à prendre leur destin en main avec confiance et détermination dans le concert des nations. Mes chers compatriotes, autres et amis étrangers qui vivent parmi nous, puisse le Seigneur Dieu protéger le Mali et le combler des bienfaits d'un hivernage fécond. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous combler de sa grâce en cette veille de l'Aïd el-Adha. Je vous remercie. L'adresse du président de la République à la nation dans le cadre de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie.
À l'occasion de la fête nationale du Mali, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs aura lieu demain, mardi 22 septembre 2015 à 8h au Monument de l'Indépendance. La cérémonie est présidée par son Excellence, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Sont conviés personnellement à cette cérémonie les médaillés d'or de l'Indépendance, les dignitaires de l'Ordre national du Mali et les membres du Conseil des ordres nationaux. En raison de l'importance et de l'éclat que doit revêtir l'événement, le grand chancelier compte sur la présence effective de tous. Le port des décorations pendantes, cravates ou plaques de grands officiers est obligatoire. Le rendez-vous devant le monument de l'Indépendance est prévu pour 7h30 au plus tard. Le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État communique en application des dispositions de la loi numéro 05040 de 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. La journée du mardi 22 septembre 2015, fête de l'indépendance du Mali, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Avec moi sur ce plateau, Ibrahim Adjombele, pour vous livrer le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce lundi 21 septembre 2015. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir, que disais-tu? Tout va bien, je crois, on est déjà dans le moment de la fête. Hein. Tout à fait. Bonne fête alors. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous également, bonne fête d'indépendance. Et nous commençons par le chapitre des mesures réglementaires. Au titre du ministère de l'économie et des finances, sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de finances pour l'exercice 2016. La préparation du budget d'État 2016 intervient dans un contexte national caractérisé entre autres par une croissance du produit intérieur brut projeté à 6,0% à raison du rétablissement progressif de la sécurité, des efforts déployés par le gouvernement, notamment dans le secteur agricole, et des bonnes perspectives de l'environnement économique international, le maintien probable de l'inflation en dessous de la norme communautaire de 3%. Sur la base de ces agrégats budgétaires, les recettes et les dépenses du projet de budget d'État 2016 se présentent comme suit. Les prévisions des ressources s'élèvent à 1824,106 milliards de francs CFA contre 1757,296 milliards dans le budget rectifié 2015, soit une augmentation de 66,855 milliards de francs CFA imputable à l'accroissement des recettes du budget général. Les dépenses du budget d'État 2016 se chiffrent à 1998,873 milliards de francs CFA contre 1881,168 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectificative 2015, soit une augmentation de 6,26%. L'augmentation des dépenses de la loi des finances 2016 s'explique notamment par la prise en charge des incidences financières de la majoration du point indiciaire et des allocations familiales, de la loi d'orientation et de programmation militaire, de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, de nouveaux projets et programmes, du budget spécial d'investissement, la création de nouveaux établissements publics et des missions universitaires à Bamako, Sikasso, Tombouctou et Gao, le renforcement des dotations des secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, le développement social, la promotion de la femme et de l'enfant, le développement rural, la prise en charge de la participation de l'État dans certaines sociétés, l'appui aux actions d'assainissement, la constitution du fonds d'études pour différents projets. Le projet de budget de la loi des finances 2016 arrêté en ressources à 1824,106 milliards de francs CFA et en dépenses à 1998,873 milliards de francs CFA dégage un déficit prévisionnel de 174,767 milliards de francs CFA contre 123,872 milliards de francs CFA prévus dans le budget rectifié de 2015, soit une augmentation de 41,9% qui sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures, la mobilisation de l'épargne à travers les titres d'emprunt émis par le Trésor. 2.
Le projet de décret portant approbation du marché relatif aux prestations pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du pont de Caillou sur le fleuve Niger à Koulikoro et ses voies d'accès conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau d'études SIRA SA pour un délai d'exécution de 32 mois et un montant de 1,940,875,320 francs CFA, dont le financement est assuré par la Banque ouest-africaine de développement et le budget national. 3. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux prestations pour le contrôle et la surveillance des travaux d'aménagement en 2 fois 2 voies de la route Bamako-Koulikoro, conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau d'études SIRA SA pour un délai d'exécution de 32 mois et un montant de 1,974,927,540 francs CFA, financé par la Banque ouest-africaine de développement et le budget national. 4. Un projet de décret portant approbation du marché relatif aux prestations pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction d'un échangeur au carrefour de la route de Markala ainsi que l'aménagement et le bitumage de 10 km de voies à Ségou conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement GIC, le consultant ingénierie, pour un délai d'exécution de 20 mois et un montant d'1,109,550,000 francs CFA sur le financement de la Banque ouest-africaine de développement. Les prestations du bureau d'études SIRA SA et du groupement GIC dans le cadre de la mise en œuvre des présents marchés sont entre autres le contrôle des dispositions techniques, la coordination entre les intervenants, l'assistance au maître de l'ouvrage pour l'arbitrage et le règlement des litiges, l'assistance à la mise au point des avenants, l'assistance aux opérations de réception provisoire, l'élaboration des dossiers des travaux exécutés, l'assistance au maître de l'ouvrage pour la préparation des opérations de réception définitive, y compris la gestion de l'exercice des garanties par l'entreprise et de la levée des réserves. 5. Un projet de décret fixant le cadre organique de la cellule d'appui à la réforme des finances publiques CARFIP. La cellule d'appui à la réforme des finances publiques CARFIP est un service rattaché créé par la loi numéro 6035 du 3 août 2006 pour assurer, dans le cadre de la politique de réforme des finances publiques, l'animation et la coordination des activités de gestion, de suivi et de mise en œuvre, d'évaluation des résultats, de modernisation, de communication et de formation des personnels. Le cadre organique de la CARFIP fixé par le décret numéro 06-438 PRM du 18 octobre 2006, après plusieurs années de mise en œuvre, a révélé quelques insuffisances, dont entre autres l'insuffisance de ressources humaines. L'adoption du présent projet de décret vise à doter la CARFIP de ressources humaines requises pour lui permettre de mieux accomplir sa mission d'animation et de coordination des activités se rapportant à la politique de réforme des finances publiques. Au chapitre du ministère du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant statut particulier des fonctionnaires du cadre des impôts. Le statut particulier des fonctionnaires du cadre des impôts, qui est fixé par la loi numéro 82-112 ANRM du 1er septembre 1983, a révélé des insuffisances dont, entre autres, la non-prise en charge des nouvelles dispositions du statut général des fonctionnaires et l'absence de plan de carrière des fonctionnaires du cadre des impôts. Pour faire face à ces insuffisances, il est proposé un projet de décret portant statut particulier du cadre des impôts qui prend en compte les différentes structurations des grades du nouveau statut général des fonctionnaires et crée au niveau du corps des contrôleurs des impôts une catégorie B1 et une catégorie B2. 2. Un projet de décret portant un plan de carrière des fonctionnaires du cadre des impôts. Le statut particulier de 1983
83 ne prévoit pas un plan de carrière pour les fonctionnaires du cadre des impôts. Cette absence de plan de carrière a été une source de frustration au sein de l'administration des impôts. Le plan de carrière a été élaboré pour apporter une visibilité dans la gestion de carrière des fonctionnaires du cadre des impôts. Il prévoit les différentes étapes du parcours professionnel du fonctionnaire du cadre des impôts depuis son recrutement jusqu'à sa sortie définitive à travers une concordance entre les emplois et les grades. Le projet de décret portant plan de carrière des fonctionnaires du cadre des impôts a été adopté. Dans ce cadre, le statut particulier et le plan de carrière ont été adoptés suite aux engagements pris par le gouvernement lors des négociations avec les syndicats. 3. Au titre du ministère de la promotion des investissements et du secteur privé. Sous le rapport du ministre de la promotion des investissements et du secteur privé, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la promotion des investissements et du secteur privé. Les directions des finances et du matériel créées au niveau des départements ont pour mission l'élaboration d'éléments de la politique nationale dans les domaines de la gestion des ressources financières et matérielles et de l'approvisionnement des services publics. L'adoption du présent projet de décret qui détermine le cadre organique de la direction des finances et du matériel du ministère de la promotion des investissements et du secteur privé vise à rendre fonctionnelle la dite direction. Il fixe pour les 5 prochaines années les emplois administratifs permanents nécessaires à son fonctionnement. Maintenant, au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre de la primature, chef de cabinet au secrétaire général du gouvernement, M. Salifou Diabaté, administrateur civil. Au titre du ministère du Développement rural, Centre national d'insémination artificielle animale, M. Amadou Boubacar Sissé, directeur de recherche. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, premier conseiller à l'ambassade du Mali à Paris, M. Amadou Bassirou Touré, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Dakar, M. Mohamed Paté Diarra, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Washington, M. Ibrahima Biridogo, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Luanda, M. Mahamadou Keïta, conseiller des Affaires étrangères. Deuxième conseiller à l'ambassade du Mali à Paris, M. Bala Oumar Sissé, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Dakar, Madame Konaté Dionebou Doukouré, traducteur-interprète. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Washington, M. Mariko Keïta, conseiller des Affaires étrangères. Troisième conseiller à l'ambassade du Mali à Luanda, Madame Oumou Kondo, professeur d'enseignement secondaire. Vice-consul au consulat du Mali à Bouaké, M. Daouda Kamara, conseiller des Affaires étrangères. Conseiller consulaire à l'ambassade du Mali à Libreville, M. Fodé Diawara, conseiller des Affaires étrangères. Conseiller culturel à l'ambassade du Mali à Alger, M. Ama Alamine Sissé, conseiller des Affaires étrangères. Conseiller chef du protocole à l'ambassade du Mali à Paris, capitaine Issaka Sadou. Au titre du ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication, chargé des missions, M. Chaka Mariko, sociologue. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, inspecteur en chef adjoint des services judiciaires, M. Sombe Terra, magistrat. Directeur général de l'Institut national de formation judiciaire, M. Mohamed Sida Diko, magistrat. Directeur national de l'administration de la justice, M. Abel Diarra, magistrat. Directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, M. Yaya Kone, magistrat. Directeur national des affaires judiciaires et du Sceau, M. Christian Diassana, magistrat. Au chapitre des communications écrites, au titre du ministère de l'aménagement du territoire et de la population.
Le Conseil des ministres a examiné une communication écrite relative à l'évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de population 2004-2014. La politique nationale de population du Mali a été adoptée par le Conseil des ministres du 8 mai 1991 en vue de créer un cadre d'analyse approfondie des interactions entre population et développement. Elle a fait l'objet en 2003 d'une première révision qui a permis de faire le point des acquis et d'identifier les faiblesses et de déterminer les actions correctives à entreprendre pour la période 2004-2014, tout en tenant compte des engagements pris par notre pays lors des conférences régionales et internationales sur la population et le développement. La politique nationale des populations 2004-2014 élaborée et adoptée sur la base des recommandations de la révision de 2003 s'articule autour de deux programmes quinquennaux, à savoir le programme prioritaire d'investissement en matière de population 2004-2008 et le programme d'action d'investissement en matière de population 2010-2014. La présente évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale de population avait pour but de déterminer la pertinence et l'atteinte des objectifs, l'efficacité et l'efficience en matière de développement, l'impact et la durabilité des acquis de la PNP. Elle dégage les principaux résultats de la mise en œuvre de la politique nationale de population 2004-2014 dans les domaines de la croissance démographique, de la distribution spatiale de la population, des migrations internationales, de la santé, de l'éducation du genre, population et développement et de la population et environnement. Elle fait un état des lieux concernant les difficultés et contraintes relevées au niveau de la conception et de la mise en œuvre de la politique nationale de population 2004-2014. Elle formule enfin des recommandations en vue d'assurer une meilleure intégration de la variable démographique dans les projets, programmes, stratégies et politiques de développement à travers, entre autres, une révision de la politique nationale de population qui prend en compte des nouveaux enjeux, la vulgarisation des progrès accomplis par le gouvernement et ses partenaires en matière de population et de développement, une large information des différents acteurs concernés par la politique nationale de population. Au titre du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sur le rapport du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a entendu une communication écrite relative aux conclusions des réunions de concertation tenues le 15 septembre 2015 entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation et les organisations de la société civile et d'une part et les présidents des partis politiques d'autre part sur la tenue des élections communales, régionales et du district de Bamako le 25 octobre 2015. Dans le cadre des préparatifs des élections communales, régionales et du district de Bamako prévues pour le 25 octobre 2015, les services compétents du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation ont procédé à l'établissement d'un fichier électoral avec 7 141 855 électeurs devant être répartis entre 21 171 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont enregistré au titre des élections communales 3 324 listes de candidatures, dont 1954 déposées par les partis politiques, 1280 par les groupements de partis politiques et 100 par les indépendants. Enregistré également au titre des élections régionales et du district de Bamako, 35 listes de candidatures, dont 18 déposées par les partis politiques, 15 par les groupements des partis politiques et 2 par les indépendants. Mais suite aux conclusions des réunions, des concertations de la présente communication, il est à constater que le contexte sociopolitique actuel du pays a suscité des préoccupations au sein de la grande majorité de la classe politique et des organisations de la société civile qui militent en faveur d'un report des élections communales, régionales et du district de Bamako du 25 octobre 2015 pour des raisons dont, entre autres, la situation d'insécurité, l'absence
croissance de l'administration dans certaines localités, le retour non effectif des réfugiés. La présente communication s'inscrit dans ce cadre. Le Conseil des ministres a décidé d'être à l'écoute de la classe politique et des organisations de la société civile et a invité le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à examiner avec celle-ci les conditions requises pour la mise en œuvre des conclusions des réunions de concertation du 15 octobre 2015. Voilà, c'était un peu long. Merci bien, merci à toi et bonne suite. Merci beaucoup. Vous venez de suivre dans le communiqué, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi des finances 2016, un budget très ambitieux qui frôle les 2000 milliards de francs CFA. Il prend en compte les préoccupations des citoyens avec à la clé la réalisation de chantiers divers en 2016. Voyons l'analyse de ce budget avec Sidiki Dambélé. C'est un budget 2016 robuste soumis par l'Hôtel des Finances et qui vient d'être adopté par le Conseil des ministres de ce lundi. Robuste parce que pour la première fois dans l'histoire du Mali, ce budget frôle les 2000 milliards de francs CFA. En recettes et en dépenses, les chiffres parlent d'eux-mêmes. S'agissant des recettes, elles s'élèvent à 1824 milliards 106 millions de francs CFA sans les crédits TVA contre 1757 milliards dans le budget rectifié de 2015, soit une augmentation de 66 milliards imputable à l'accroissement du budget général. Voyons maintenant les dépenses du budget d'État 2016. 1998 milliards 873 millions de francs CFA contre 1881 milliards 168 millions de francs CFA dans la loi des finances rectificative 2015, soit une augmentation de 6,26%. Augmentation qui s'explique selon les ministres de l'économie et des finances par la prise en charge des préoccupations des citoyens. Avec une estimation de 6% de taux de croissance, 2016 sera une année d'investissement, de réalisation des chantiers divers. En somme, de nouvelles actions porteuses de croissance, la poursuite de l'opération tracteur, la nouvelle opération motoculteur, l'empoisonnement des fleuves, l'insémination artificielle, l'hydraulique, les études pour le 4e pont de Bamako, les études et le démarrage des travaux du 2e pont de Caille, la réhabilitation du barrage de Markala, entre autres. Le montant cumulé des dépenses d'investissement 2016 s'élève à 731 milliards 926 millions de francs CFA. Il y a dans ces budgets quelques spécificités qu'il faut mettre en exergue. Le budget du secteur du développement rural passe de 13 à 15%, soit 300 milliards en 2016. Les dotations des secteurs sociaux, dont l'éducation et la santé, connaissent une augmentation de plus de 33 milliards de francs CFA. 11 milliards sont prévus pour le fonctionnement du Comité national d'évaluation et de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La prise en charge de la loi d'orientation et de programmation militaire, dont la tranche 2016 est évaluée à 251 milliards 929 millions de francs CFA, sans oublier la prise en charge de l'incidence financière au titre de 2016 de l'accord avec l'UNTM, l'Union nationale des travailleurs du Mali, pour un montant de 10 milliards 432 millions de francs CFA. Ainsi, la masse salariale du personnel civil et militaire de l'État et des collectivités territoriales passe de 367 milliards en 2015 à 400 milliards 225 millions de francs CFA dans le budget d'État 2016, soit une augmentation de 33 milliards 166 millions de francs CFA. En 2016, le taux d'inflation sera limité à 2,5% et le PIB, produit intérieur brut, dépassera les 6 000 milliards de francs CFA. Signalons enfin que ce budget d'État prend en compte les engagements dans le cadre du programme économique et financier avec le FMI, Fonds monétaire international, et des programmes de convergence, de surveillance multilatérale de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et ce communiqué du gouvernement sur le report des élections, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rendu compte au Conseil des ministres de ce lundi 21 septembre 2015 des conclusions du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, organisation de la société civile, et du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, parti politique, du mardi 15 septembre
septembre 2015, le gouvernement a pris acte de la demande pressante de la classe politique, opposition comme majorité, du report des élections et accepte le principe du report tout en se réjouissant, j'y arrive, du niveau satisfaisant de préparation des élections communales, régionales et du district de Bamako par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante. Ainsi, le gouvernement informe l'ensemble des citoyens maliens, les partis politiques, les groupements de partis politiques et les candidats indépendants que les élections communales, régionales et du district de Bamako sont reportées à une date ultérieure. Les mesures législatives et réglementaires nécessaires seront prises à cet effet. Le gouvernement remercie tous les citoyens, la classe politique et tous les partenaires pour leur bonne compréhension. Un cadre de concertation sera prochainement convoqué à l'effet de définir les modalités du report. Bamako, le 21 septembre 2015. Célébration de l'excellence au Mali, la journée du bon élève a récompensé plus de 100 lauréats cet après-midi au palais de Koulouba devant le président de la République. Les heureux candidats au DF, au baccalauréat et de techniciens du CAP. Ils ont reçu chacun des enveloppes d'encouragement, des vélos. Les premiers de chaque académie ont reçu des bourses d'études, de quoi donner le sourire au président de la République qui se dit fier d'être un Malien. Nous l'écoutons au micro de Sira Batili. Je suis tellement fier de l'histoire de ce pays, de ce peuple-là, que je me retiens pour ne pas tomber dans un nationalisme hors de saison. Mais je dis simplement l'existant. Ce qui est l'essence de ma fierté malienne, de ma fierté d'être de ce peuple qui a su parmi les tout premiers l'intérêt suprême du savoir. Ce pays a tellement de ressorts culturels, de gens dont nous pouvons être fiers. Même notre frère Yambo Olagem, criminel d'avoir brillé trop tôt, devoir de violence. Prix Renaudot, pour la première fois attribué à un noir. Ah, on a eu de cesse que de le démolir. Mais, fils du Mali, brillant fils des falaises, tu restes notre lumière. C'est vous dire simplement, jeunes gens, combien j'apprécie l'âpreté à savoir. L'âpreté à savoir. Il y a aujourd'hui Internet, il y a les bibliothèques en ligne, tout ça. Mais lisez, formez-vous. Formez-vous, n'arrêtez jamais. Tout le savoir humain est consigné. Dans une adresse à la jeunesse de son pays, un grand homme qui a fait beaucoup pour son pays et pour l'humanité, a dit le devoir de la jeunesse, c'est d'apprendre et encore d'apprendre. En cela est sa mission, se former pour servir. Et vous aurez un reportage complet sur cette journée dans nos éditions de demain. Dans le cadre de la journée scientifique, les étudiants de la 4e année de l'université de Ségou ont visité la ferme piscicole de Boubacar Diallo dans la commune de Baguineda. Objectif, s'imprégner de l'expérience de cette ferme. Reportage à Moussa Fani. Cette journée scientifique à la ferme Boubacar Diallo a regroupé les éléments des établissements scolaires, ceux de la faculté agronomique et de médecine animale de Ségou et les élèves de l'école secondaire agro-pastorale de la capitale de Balanza. Et nous sommes venus à la ferme intégrée de M. Boubacar Diallo et nous avons fait cela pour pouvoir imprégner les étudiants des activités que mène Boubacar Diallo, pour que ces étudiants puissent s'inspirer des activités de Boubacar Diallo, chercher à travailler pour quelqu'un, pour l'État et pour eux-mêmes, pour le développement de ce pays. La région de Ségou peut mieux faire parce qu'on a 2 grands fleuves et surtout l'Office Niger.
On a quelques étangs déjà qui sont déjà installés par Boubacar Diallo. Je crois qu'avec l'appui des étudiants qui sortent de la pharma, ça permet de booster au moins la production piscicole au niveau de la région. La journée scientifique a tenu toutes ses promesses et les hôtes du jour ont ouvert aux étudiants les portes d'une ferme devenue cadre d'école au Mali. Nous avons reçu la visite de l'université de Ségou. Ça me va droit au cœur parce que c'est aussi ça l'objectif. Que les gens puissent venir dans la pisciculture, mais pas la pisciculture aveuglement, c'est-à-dire voir et avoir un peu de formation. Cette journée scientifique des étudiants de Ségou à la ferme piscicole Boubacar Diallo, c'est aussi une facette du partenariat public-privé, une démarche incontournable pour pêcher du bon poisson d'eau douce. Également dans ce 20h, le président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation a été reçu ce matin en audience par le président de la Cour suprême. Les deux présidents ont échangé sur l'importance et les défis de cet organe pour la paix au Mali. Ousmane Omarou est au micro de Mamourou Sidibé. Avec le président et ses collaborateurs, nous avons eu une véritable séance de travail qui nous a permis d'abord de présenter notre mandat en détail au président et ses collaborateurs. Vous savez que la Cour suprême, c'est la plus haute juridiction de notre pays. Vous connaissez le rôle des juges dans la consolidation de la paix dans le pays. Et donc je crois que là, il y a une complémentarité très importante entre le travail qui se fait au niveau de la Cour suprême et des autres juridictions et notre propre travail au niveau de la commission. Par rapport à ça, je dois dire que j'ai bénéficié du soutien total de la famille judiciaire par la voie la plus autorisée que le président de la Cour suprême. Nous avons un mandat assez large. Il faut d'abord que les commissaires soient nommés, ce à quoi on est en train de s'activer au niveau du gouvernement. Donc il faut qu'on partage la vision de la réconciliation, la vision sur notre mandat, donc on mette en place tout le travail préparatoire, préparer un plan d'action, et je crois que ce travail est en cours. Je comprends l'impatience des uns et des autres, mais dans des processus aussi complexes, il faut partir du bon pied. C'est ce qu'on est en train de faire. La diaspora malienne, à travers la convention de la mouvance présidentielle de France, a été informée sur les réalisations faites pendant les 2 ans de président de la République, et également sur les questions d'intérêt national. C'était au cours d'une conférence débat. Commentaire à Al-Jumatina. Nous continuons donc ce journal. Parlons également de ce don de l'Allemagne à notre pays. Des véhicules 4x4 et du matériel informatique ont été remis au ministère de la Réconciliation nationale. Plus de 90 millions de francs CFA, c'est la valeur de cette donation. Ce geste s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Mali-Allemagne. Reportage Lamine Keita. À travers ce geste, l'Allemagne apporte sa contribution au processus de paix et de réconciliation dans notre pays. Ces dons en nature d'une valeur de 90 millions est composé de 6 véhicules 4x4 plus du matériel informatique. Nous sommes très heureux que ça, c'est un symbole de l'efficacité de votre ministère, de l'efficacité de notre appui et assistance pour votre ministère. Et nous sommes très heureux que ça va établir, j'espère, aussi la paix durable dans tout l'ensemble du Mali. Le ministre de la Réconciliation nationale salue cet appui très important de la coopération allemande qui devra certainement améliorer les conditions de travail des agents du département sur le chantier de la réconciliation et de la paix. Votre pays, par cet appui au ministère de la Réconciliation nationale, a vite compris la détermination du président de la République, son Excellence El-Hajj Ibrahim Boubacar Keïta, et l'ensemble de son gouvernement à faire de la mise en œuvre de cet accord de paix la priorité des priorités. C'est dire combien ce matériel roulant sera pour beaucoup dans l'accomplissement des missions sur le terrain dans les régions qui ont le souci de retrouver vite la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Quant au matériel informatique,
Il servira à créer de meilleures conditions de travail pour les cadres du département de la réconciliation nationale. La coopération allemande soutient les efforts du gouvernement malien dans la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation à travers le programme d'appui à la décentralisation et à la réforme. Vous le savez certainement, un immeuble s'est effondré à la CI 2000 dans la nuit du samedi au dimanche et la commission chargée des travaux publics de l'Assemblée nationale s'est rendue ce matin sur le lieu du sinistre. Cet incident grave retient aujourd'hui l'attention de tous les riverains et ce qui a déploré, plusieurs témoins affirment que c'est le 3e immeuble du même propriétaire qui vient de s'écrouler dans la capitale. Mariam Sagara sur les traces des députés. L'immeuble qui s'est effondré et dont les débris s'étalent dans la rue 286 de l'ACI 2000 ou rue Defa appartient à un récidiviste. Le propriétaire, selon les témoins, s'entête toujours à dépasser les normes requises pour un bâtiment. C'est la 3e fois. La première c'était à Nyamakoro. 3 mois, combien blessés? Tout le monde est au courant de ça. Ici, ça fait la 3e fois. Parti pour 5 niveaux, pour son immeuble, il en a voulu plus sur un terrain marécageux. Cet acte grave interpelle tous les acteurs du secteur BTP. Le constat est déplorable. C'est très grave. À vue d'œil, c'est clair, les normes de construction n'ont pas été respectées. C'est clair, c'est vraiment à la base de ce drame. Des dégâts matériels et humains ont été enregistrés en plus de l'isolement de la voie. Déjà, nous allons voir le service des tutelles pour qu'il fasse vraiment une situation très claire sur vraiment ce drame survenu pour que les responsables soient vraiment, les responsabilités soient réellement situées. Le président de la commission des travaux publics de l'Assemblée nationale s'engage à prendre toutes les dispositions pour que jamais un tel acte ne se reproduise dans le pays. Rendons-nous à la Mecque pour voir comment se prépare le Hajj du côté des pèlerins maliens. Après Médine, la Mecque, d'autres étapes s'ouvrent pour les pèlerins. Il s'agit de celles de Mina, Arafat et Mousdalifa. Sur ces différents sites, la filière gouvernementale a pris les dispositions comme déjà annoncé. Mais qu'en est-il pour la filière privée pour mettre les pèlerins dans les conditions requises de logement, de restauration et de suivi du Hajj? On en parle avec Mohamed Doumbia depuis la Mecque. Après les étapes de Médine, la Mecque, d'autres étapes cruciales s'annoncent déjà. Il s'agit de celles de Mina, Arafat et Mousdalifa, où les pèlerins passeront 4 nuits de prière et de bénédiction. Toutes les dispositions sont prises par la filière gouvernementale. Quelles sont celles prises par les agences de voyage pour ces étapes qui s'annoncent aussi difficiles? Nous avons mis tout ce qu'il faut sur pied pour que le pèlerinage, l'étape de Mina et Mousdalifa ainsi que Arafat puisse se passer bien. L'équipe qui doit faire la nourriture à Mina avec l'équipe saoudienne, ils ont mis tout sur place. On a déjà prévu les tentes pour les pèlerins. C'est le gouvernement qui se charge de la restauration de tous les pèlerins maliens. Donc vraiment, on n'a pas d'inquiétude pour cela. On souhaite la même chose pour cette année. En plus des dispositions prises, l'apprentissage, l'information et la communication des pèlerins par les guides religieux est un autre défi qu'il faut relever pour le bon accomplissement du Hajj. De Médine aussi à la Mecque, il n'y a pas de problème. Malgré que nous sommes un peu distants de la Kaaba, il y a les cars à tout moment. À tout moment. N'importe quelle heure, les cars sont disponibles. Donc on ne peut pas demander mieux que ça. À l'unanimité, les représentants de toutes ces agences ont fait des prières et bénédictions à l'endroit de feu Issa Sakodi Karamorobefo, décédé suite à l'incident du 11 septembre 2015 survenu à la Mecque.
Revenons sur ce communiqué du gouvernement sur le report des élections. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rendu compte au Conseil des ministres de ce lundi 21 septembre 2015 des conclusions du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation, organisation de la société civile et du cadre de concertation ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation parti politique du mardi 15 septembre 2015. Le gouvernement a pris acte de la demande pressante de la classe politique, opposition comme majorité, du report des élections et accepte le principe du report tout en se réjouissant du niveau satisfaisant de préparation des élections communales et régionales et du district de Bamako par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la délégation générale aux élections et la commission électorale nationale indépendante. Ainsi, le gouvernement informe l'ensemble des citoyens maliens, les partis politiques, les groupements de partis politiques et les candidats indépendants que les élections communales, régionales et du district de Bamako sont reportées à une date ultérieure. Les mesures législatives et réglementaires nécessaires seront prises à cet effet. Le gouvernement remercie tous les citoyens, la classe politique et tous les partenaires pour leur bonne compréhension. Un cadre de concertation sera prochainement convoqué à l'effet de définir les modalités du report. L'homme au sino, un spectacle de Blomba avec Lassi Koulibaly a été présenté au public hier soir à l'Institut français de Bamako. L'homme au sino parle de la vie difficile des enfants qui rêvent d'une vie meilleure. Un spectacle riche en musique également. Les temps forts avec Moussa Tidiane Kanté. Les rappeurs Tidiane Traoré et Master T, aujourd'hui décédés, et Lassi Koulibaly, Lassi King, Massassi, ont intitulé ensemble le mouvement hip-hop malien. Aujourd'hui que cet art s'est profondément inscrit dans la réalité culturelle du Mali, Lassi Koulibaly revient sur son existence dans un spectacle musical qui mélange souvenirs autobiographiques et chansons. Révolté par la xénophobie qui commence à se reprendre, il décide de partir s'installer dans le pays de son père. King connaît d'abord les privations, les humiliations qui sont les lots des enfants. L'art même fait venir les gens sans qu'on ait crié sur tous les toits. Je fais ce que je dois faire et j'essaie de le faire bien. Donc, et pour moi, quand tu fais bien ce que tu sais faire, c'est bon, ça roule. Les gens, ils en parleront et ils viendront te voir. Un théâtre qui met à nu les déboires, les atrocités rencontrées par les enfants laissés à leur compte une fois loin de leur famille. L'homme au sinon, un spectacle proposé par Blomba avec Lassi Massassi King dans un one-man show de plus de 1 heure. Entre chant, narration, musique, l'acteur nous fait promener dans le pénombre et l'obscurité d'une vie parsemée de désespoir. Une création artistique pleine d'innovation. En résumé, c'est comment de sa naissance à sa vie d'artiste, il a évolué dans la vie. C'est un peu, ça résume aussi la vie de tous les adolescents de quartiers difficiles, des grandes villes de l'Afrique de l'Ouest francophone. Ils se retrouvent, ils ont un destin commun, mais ça ne les empêche pas de devenir ce que, par exemple, King est devenu. Le jeu dramatique, le thème abordé, les didascalies de scène de l'acteur ont émerveillé le public acquis à sa cause. Ça a été très bien, j'ai beaucoup aimé. L'homme au sinon, un spectacle musical qui approche la scène de son public. Vous le savez, ce 22 septembre est aussi celui du centenaire du premier président du Mali indépendant, prétexte trouvé par notre reporter Sory Ibrahima Keïta de jeter les projecteurs sur la vie d'un de ses rares camarades survivants, Seydou Badjan. Juste après ce journal, vous pourrez suivre ce document de 26 minutes dont nous vous proposons demain la version journal télévisé. À l'occasion du 22 septembre, date anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale, le CNCM, en partenariat avec l'ORTM, vous propose demain mardi à partir de 11h le film Toile d'araignée. C'est une adaptation de livre du feu professeur Ibrahim Ali par le réalisateur Ibrahima Touré. Rendez-vous ce mardi à 11h sur votre télévision nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, vous serez avec Rachel Tezouri et moi, je serai là pour l'édition de 20h. Vous aussi, je l'espère. Demain 22 septembre, notre pays aura 55 ans d'indépendance. Bonne fête à tous et tous ensemble pour un Mali uni et fort.